Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques, un petit peu techniques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, on se demande comment on peut sensibiliser les enfants à l'usage de l'IA pour développer leur créativité, leur capacité de lecture et de compréhension et leur curiosité. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne Olivier Gréco de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver bien entendu sur le web, causecommune.fm et sur son app mobile magnifique, la bande FM 93.1 LDAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner et surtout de prendre 3 secondes. Ça prend 3 secondes pour mettre 5 étoiles, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Allez, un petit pouce sur YouTube. Tout ça, ça nous fait du bien, c'est notre seule récompense et ça nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Avec leur développement exponentiel, leur irruption dans le monde du travail et leur capacité à créer des différences fortes entre ceux qui les maîtrisent et ceux qui s'en sont éloignés, on voit bien qu'il devient important pour les adultes d'à minima se sensibiliser, de s'intéresser ou de se former au service d'IA. Nous l'avons dit ici plusieurs fois, l'acculturation des adultes aux possibilités de l'IA est la clé d'un développement maîtrisé, conscient et responsable. L'IA fait désormais partie du quotidien des étudiants et des lycéens, et également de leurs professeurs. Plusieurs professeurs ici de design ou d'éthique sont venus nous dire que les usages étaient plutôt encourageants et originaux. Mais qu'en est-il des collégiens et surtout des élèves de primaire? Depuis les travaux de synthèse de Michel Desmurger, on sait à quel point les écrans sont en capacité de créer sur les enfants de 0 à 7 ans des crétins numériques, quand ils sont utilisés de manière passive et massive. Y a-t-il une bonne manière de faire découvrir les outils d'IA aux 7-10 ans, aux enfants de la fin du cycle du primaire? Comment créer des bons réflexes sans tomber dans les pièges du numérique passif et addictif? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire de l'IA un outil de renforcement des acquis et de développement de la créativité? Toutes ces questions, notre invité du jour se les est posées avant de concevoir, de tester et aujourd'hui de proposer des stages de découverte de l'IA pour les 7-10 ans, et elle va nous expliquer son cheminement et ses réalisations avec ses jeunes stagiaires. Bonjour Marion Logier. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue sur le plateau de Cause Commune. Alors parlez-moi d'IA, Marion. Comment vous, pas vos étudiants, vous avez été amené à vous intéresser à l'IA et aux productions qu'elle permet? Alors, je m'y suis intéressée de par mon métier dans la communication digitale. À travers l'animation, par exemple, de pages sur les réseaux sociaux, on utilise de plus en plus d'outils IA pour gagner du temps, tout en faisant des choses de qualité. Donc vous êtes déjà utilisatrice pour votre métier dans le digital et dans la communication digitale, c'est ça? Exactement. Et vous avez utilisé d'ores et déjà quel type d'outils en IA? Alors différents types d'outils, des outils pour gagner du temps sur la rédaction. Ouais. Donc les GPT. Par exemple. Ouais. Par exemple, ChatGPT qui fonctionne très bien. D'autres outils pour gagner du temps sur la création de visuels. Ouais. Ou là, c'est par exemple Leonardo, que j'aime bien. Ouais. Et il y a aussi des outils pour gagner du temps sur la planification et la diffusion des contenus. Donc vraiment, je jongle entre différents types d'outils selon mes besoins. D'accord. Et du coup, alors, la question suivante, là, on rentre plus dans la question des ateliers. Comment vous est venue l'idée de créer des ateliers sur l'IA dédiés aux 7-10 ans, pour le coup? Alors, en plus de mon métier dans la communication digitale, donc je donne des cours en école de commerce et au CFA, donc auprès d'étudiants. Et j'ai vu donc les étudiants qui sont quand même plus grands, qui ont 20-25 ans, utiliser l'IA, mais pas de manière structurée. Alors, il y a déjà des personnes ou des organismes qui vont accompagner les étudiants. Donc, je me suis penchée sur une cible qui n'est pas du tout accompagnée aujourd'hui, qui est les plus jeunes, les 7-10 ans. Vous avez trouvé que l'usage de vos étudiants, il y avait des bizarreries, il y avait des choses que vous vous disiez, mais, ah ouais, c'est bizarre quand même qu'ils réagissent comme ça face aux IA. Et qui vous ont amené à vous dire peut-être que s'il y a une formation en amont, ça peut être plus intéressant pour les générations futures? Oui, complètement. Par exemple,
quand je donne un exercice complexe aux étudiants et que en moins de 5 minutes, ils ont réalisé l'exercice, ils n'ont même pas relu le résultat de ChatGPT, par exemple. Ouais. Je me suis dit qu'il y avait un souci en termes de sensibilisation. Ils faisaient beaucoup trop confiance en la machine. Et avec Ange, avec qui j'ai co-créé le projet, on a observé que dans beaucoup de pays, les enfants sont déjà sensibilisés, en Chine, aux États-Unis, au Canada, etc. Ouais. Donc vous vous êtes dit, il manque quelque chose en France et on peut peut-être essayer de lancer cette façon d'aborder la question pour les plus jeunes. Et donc vous avez créé une association qui s'appelle Junior AI. Et du coup, ça donne un support à cette démarche. Alors, Junior AI, on peut le retrouver sur le web, hein, junior avec junior au pluriel AI accroché.fr. Et où vous mettez en avant du coup l'atelier et les objectifs de l'atelier. Alors, du coup, quels sont ces objectifs ? Alors, l'objectif, ça va être de renforcer les acquis appris à l'école en termes d'apprentissage du langage, de la lecture et de l'écriture. Ouais. Renforcer la créativité des enfants, voilà, les pousser à être plus inventifs, imaginatifs, et aussi les sensibiliser sur le fait que ce qui est le plus important, c'est le processus, la manière dont on va interagir avec l'IA et pas seulement le résultat obtenu. En gros, l'idée, c'est de sensibiliser les enfants sur le fait que le premier résultat n'est pas forcément de qualité. Oui, il faut peut-être qu'ils aient un peu de recul par rapport à ce qui est produit par l'IA et ce que l'IA leur propose. Voilà. D'accord. Et du coup, alors, en termes de modalités... Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Ah oui, ça c'est Elisa, hein, je vous en ai parlé, qui intervient, qui est notre co-animatrice IA, qui intervient dans cette émission et qui nous pose des questions comme ça, parce que tout d'un coup... Vous essayez de mieux comprendre les IA, j'essaie de mieux comprendre les humains. Oui, donc voilà, elle essaie de mieux comprendre notre façon de fonctionner, nous aussi. Oui, donc Elisa, vous avez une question pour l'invité ? Comment pourrais-je apprendre la créativité ? Ah voilà, elle réagit immédiatement au fait que vous cherchez à produire plus de créativité chez les stagiaires. Alors, comment LLM ou les stagiaires, comment on apprend la créativité en fait ? Qu'est-ce que, d'après vous, quelles sont vos recettes, vos ingrédients pour apprendre la créativité, Marion ? Alors, pour aider les enfants à développer leur créativité, on a créé un référentiel où on a listé plein d'éléments. Alors ça peut être des animaux de la ferme, des couleurs, des instruments de musique, des lieux. Enfin, c'est vraiment une source d'inspiration pour les enfants et ils piochent dedans pour créer des images le plus originales possible. Et pour une intelligence artificielle, ce serait la même chose. Ce serait la nourrir avec un maximum d'éléments pour qu'ensuite elle puisse réutiliser ces éléments pour être plus créative. Oui, parce qu'en fait, je l'ai pas dit en introduction de cette émission, mais je suis venu vous voir. Je suis venu voir un atelier et effectivement, en plus des dispositifs numériques, il y a des dispositifs physiques, notamment cette table d'éléments complémentaires qui permet justement aux enfants d'avoir une référence par rapport à ce qu'ils vont prompter ou ce qu'ils vont rechercher. Donc c'est du papier, enfin c'est plastifié, mais c'est un élément papier et c'est une sorte de référence pour eux, une base de référence. Et c'est vrai que pour le coup, je les ai vus l'utiliser. Ça accroît ou ça développe leur créativité par rapport aux sujets et aux ateliers que vous leur proposez. Du coup, quand vous montez un atelier comme ça, avec le recul que vous avez aujourd'hui, combien d'enfants on peut accueillir dans un atelier comme ça qui va traiter d'IA ? Vous allez être monté jusqu'à combien et vous pensez que c'est quoi la limite ? On accueille 10 enfants maximum par groupe pour pouvoir avoir le temps d'accompagner chaque enfant, sachant que pour 10 enfants, il y a toujours 2 animateurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à 10, c'est 2 enfants, c'est 2 animateurs, pardon. D'accord. Et du coup, alors, si on rentre un petit peu dans les modalités techniques de l'atelier, c'est finalement quoi le dispositif pédagogique ou les éléments utilisés dans le courant de l'atelier ? Alors, on a décidé de travailler sur tablette et pas sur ordinateur, parce que c'est quand même plus facile à prendre en main pour un enfant. Ouais. L'avantage aussi, c'est que pour les plus jeunes qui ont 7-8 ans, il y a la reconnaissance vocale
qui permet de gagner du temps parce qu'ils mettent beaucoup de temps à écrire à la main, les plus jeunes. Oui, c'est ça, c'est que du coup ça permet aux plus jeunes de ne pas forcément taper au clavier, mais de dicter en fait le prompt ou l'interaction avec l'IA, d'accord. Exactement. Et vous avez mis du temps à sélectionner les bons appareils, à trouver les appareils qui allaient bien fonctionner dans le cadre de cet atelier? Oui, on a quand même fait pas mal de comparaisons entre les différentes tablettes pour trouver le meilleur rapport qualité-prix qui soit assez performant. Ouais, l'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez faire ça n'importe où aussi? Oui. Donc, on s'est aussi équipé d'un routeur pour être sûr d'avoir Internet partout. Qu'il n'y ait pas de problème. Vous êtes un 4x4, atelier 4x4 qui passe partout, qui peut aller n'importe où. D'accord. Et donc, c'est quoi alors, après, derrière, il y a la sélection finalement des logiciels utilisés. Qu'est-ce qu'on met entre les mains finalement des stagiaires? Ça a été quoi vos critères justement pour choisir les bons outils? Comment s'est passée cette phase de sélection des outils que vous mettez entre les mains des jeunes stagiaires de votre atelier? Alors déjà, il nous fallait un outil qui puisse créer des images et en même temps créer du texte. Oui. Donc un outil qui soit pas trop spécialisé, soit sur l'image, soit sur le texte. Donc on a choisi un outil qui fait un peu tout, quoi, qui fait un peu qui est multimodal. Oui, et qui n'est pas trop limité aussi en nombre de requêtes. Oui. Parce que certains sont bloqués au bout d'un certain nombre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, en même temps, vous n'avez pas 10 abonnements à des outils. Ça ferait pas mal de consommation d'abonnements. Vous utilisez un outil qui est gratuit entre guillemets. Et d'ailleurs, du coup, qui va peut-être habituer ces enfants à être utilisés même chez eux. En fait, ils peuvent retrouver après, une fois qu'ils ont fait l'atelier, l'outil et ça coûte rien en plus aux parents. C'est ça l'idée? Exactement. Ils peuvent continuer à travailler sur le même outil depuis chez eux. D'accord. Et un atelier, parce qu'on a l'impression, mais ça dure combien de temps un atelier? Comment c'est organisé en termes de temps? Alors, en fait, le programme dure en totalité 10 heures. Ouais. Si on est en période scolaire, on fait des ateliers de 2 heures. Ouais. Donc 2 heures par jour pendant 5 jours. D'accord. En fin de journée, c'est ça? L'idée, c'est que... Comment ça se passe? Plutôt en fin de journée, mais on va en déployer aussi dans la matinée. Ah oui, pendant les vacances scolaires, c'est ça que vous disiez? Pendant les vacances scolaires. C'est 2 heures par jour pendant 5 jours. Ouais. Et pendant les périodes scolaires, ce sera seulement le mercredi après-midi. Ok. Comme toute activité extrascolaire, en fait. Donc sur 5 semaines, quoi. Ou sur 10 semaines plutôt pour étaler 1 heure par mercredi. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, là, on voit bien un peu comment se place désormais le dispositif. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Je vous propose, en fait, après ces premiers partages, parce qu'on continue ici, en fait, à donner des petits coups de pouce et des coups de projecteur à des talents locaux parisiens. Alors, c'est pas pour être dans les clous de notre cahier des charges vis-à-vis de l'Arcom qui veut qu'on ait des contenus locaux, hein. C'est vraiment parce que c'est un coup de cœur. On avait déjà passé ici son titre intitulé Paris. Et bien aujourd'hui, on vous fait découvrir un des derniers titres de la jeune chanteuse Diane. Cela s'appelle Trop de bruit. Je cours pas, je me fais dépasser. Il y a trop de bruit dans ma tête. J'arrive pas à écouter. J'ai 20 ans, j'ai rien fait. Moi je veux vivre sans tromper. Moi je veux faire la fête, mais j'ai trop de bruit dans la tête. Descendu sur mon lit, j'imagine toutes mes vies. S'ils savaient le nombre de fois où je suis dans mon cinéma. Je veux gagner de l'argent et faire le tour du monde, mais je bouge pas et j'attends. Trop d'idées à la seconde. Moi je veux faire la fête, mais j'ai trop de bruit dans la tête. Moi je veux faire la fête, mais j'ai trop de bruit dans la tête. Faudrait que je fasse du sport ou que je compose un tube. Mais la journée je fais le mort, c'est dans mes habitudes. Mais je suis bloquée, j'y arrive pas. J'ai peur de tout rater. Si je cours vite, je vais tomber. Si je cours pas, je me fais dépasser. Moi je veux faire la fête, mais
bruit dans la tête. Moi je veux faire la fête, mais j'ai trop de bruit dans la tête. Et d'un coup, y a le réveil qui sonne et toutes ces cases que j'ai pas cochées. Maman, je voulais juste profiter, mais je sais pas vivre sans paniquer. J'aborde la vie en étant flippée, parce qu'on va tous crever. Mais au moins, on se sera bien marré, et moi, j'aurais bien chanté. Moi je veux faire la fête, mais j'ai trop de bruit dans la tête. Moi je veux faire la fête, mais j'ai trop de bruit dans la tête. Moi je veux faire la fête, mais j'ai trop de bruit dans la tête. Merci Diane, vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode où on s'interroge sur la manière d'utiliser les IA pour stimuler intelligemment la créativité, les aptitudes et la curiosité des enfants. Marion, on avait en première partie déjà évoqué plusieurs éléments des modalités techniques d'un atelier. Alors, on dit aussi d'une animation finalement, d'une animation autour des enfants. On parlait notamment de cette fonctionnalité qui aide bien aujourd'hui, qui est celle de la fonctionnalité d'interagir avec la voix et avec les IA. Cette nouvelle interface vocale, ça change tout vis-à-vis d'un échange avec l'IA. C'est assez neuf pour le coup. Oui, c'est assez nouveau. Après, on a de plus en plus l'habitude de parler déjà à notre téléphone. Donc c'est un peu dans la continuité des habitudes. Ouais. Et pour les plus jeunes, c'est vraiment pour leur faire gagner du temps, contrairement à l'écriture, ce qui n'empêche pas de lire les réponses de l'IA et les entraîner sur la lecture. Et on sent qu'ils sont à l'aise avec cette interaction voix, en fait. Ah oui, complètement. C'est totalement naturel. Oui, c'est naturel. C'est assez surprenant. Et du coup, oui, c'est ça. Vous faites en sorte quand même, parce que je l'ai constaté pendant l'animation, qu'il ne soit pas que dans cette interaction voix. Vous les faites lire aussi les réponses de l'IA. De temps en temps aussi, vous prenez le temps de les faire taper un prompt s'il est court, pour quand même les habituer à ça. Vous pensez que c'est important d'arriver à avoir les deux types d'interactions ? Oui, c'est très important, surtout que l'avantage quand on utilise la reconnaissance vocale, c'est que l'IA va écrire sans faute d'orthographe. Ah, oui. Alors ça c'est sympa, ça quand même. C'est aussi de les faire travailler sur l'orthographe, la syntaxe. Donc c'est pour ça qu'on les encourage aussi par moment à écrire pour vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et les encourager à corriger si besoin. Je les ai vus aussi en fait confrontés à des mots parfois un peu compliqués pour eux dans la réponse de l'IA. Comment vous réagissez quand vous les voyez confrontés à des mots un peu nouveaux pour eux ? Comment vous jouez avec ça ? Justement, je les encourage à avoir le bon réflexe de demander à l'IA une définition et de pas rester dans l'inconnu. Et on a observé d'ailleurs au bout de quelques sessions que les enfants naturellement du coup vont demander à l'IA une définition du mot qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ont l'impression de ne pas avoir compris. Pendant notre l'atelier où j'étais là, un peu en témoin discret, le mot fuselier est sorti. C'est vrai qu'on était tous plus ou moins, même les adultes, on avait du mal à se dire qu'est-ce que ça veut dire que fuselier. On vous dira pas comment ce mot-là est ressorti du prompt, mais c'était une très belle histoire qui a été inventée par les enfants. Alors justement, on va dans le déroulé d'un atelier ou d'une animation. Du coup, une session d'animation, comment elle se déroule finalement ? Donc vous les avez combien de temps à chaque session ? Alors sur une semaine, on les a 2 heures par jour. Ouais, et comment ça se passe pendant ces 2 heures du coup ?
Le contenu va évoluer au fil des jours. Ouais. Au début, on est vraiment orienté sur la création d'images. Donc, en s'appuyant sur le référentiel papier qu'on a créé, les enfants vont créer des images de plus en plus originales, de plus en plus complexes. Mhm. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un process. Voilà, par exemple, au début, ils vont créer le dessin d'un éléphant. Puis ensuite, ils vont retravailler cette image pour habiller l'éléphant avec, par exemple, un costume de bricoleur. Ouais. Et puis ensuite, on va encore améliorer cette image en demandant à l'IA de mettre, par exemple, un marteau et un tournevis dans la main de chaque éléphant. Ouais. Donc on leur apprend Etc. en fait à avoir une modalité de prompt progressive, c'est ça? Exactement. D'accord. Et au bout de la semaine, on peut aller sur des exemples beaucoup plus poussés où justement on va écrire des histoires ensemble. Ouais. Et là, on s'appuie aussi sur la chance d'avoir un tableau, comme à l'école, Comme à l'école. où on écrit les idées de chacun, de chaque enfant, et on va ensuite demander à l'IA d'écrire une histoire autour de ça. Et si on revient sur les premiers jours là où il y a les premiers prompts finalement qui sont créés, qui sont proposés, où vous leur apprenez finalement cette nouvelle discipline, comment vous leur apprenez justement à prompter? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces que vous leur donnez dans les premiers jours? Oui, en fait, on leur apprend à être le plus précis possible. Oui. À détailler Oui. leurs demandes? Oui. Et d'ailleurs, on voit au début, comme je vous disais, par exemple, avec les images, au début, ils font plusieurs itérations, plusieurs questions. Et à la fin de la semaine, en une seule question, ils ont mis tous les éléments. C'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus... Moi, j'ai été surpris parce que moi, je suis venu assister à une session d'animation en fin de semaine. J'ai été surpris par leur réflexe tout de suite dans la création d'un élément, par leur réflexe contexte. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à proposer à l'IA, sans que vous leur disiez ou sans que vous les indiquiez, vous les guidiez dans cette façon de faire. Je les ai vus avoir le réflexe contexte. C'était assez impressionnant. Parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient 3 jours d'animation. Ça, vous leur avez appris, du coup, pendant les premiers jours de l'animation? Oui, complètement, oui. En fait, on leur donne une méthode qu'ils doivent appliquer, où ils doivent poser le contexte, la forme aussi. Ouais. Par exemple, sur une histoire, on va préciser à l'IA de rédiger une histoire en 10 lignes, par exemple, ou de faire un récapitulatif, mais sous forme de tableau. On va vraiment travailler aussi sur la forme et le fond, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut savoir. Okay. Et donc, quelles sont les activités que vous leur faites faire avec l'IA? Donc, vous nous avez dit création d'images. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus de la création d'images, du coup? Alors, il y a des exercices un peu moins fun, mais hyper importantes parce qu'elles font plus écho avec le côté scolaire. Ouais. Où, par exemple, on aborde des notions d'histoire-géographie, où on va lister des pays, des capitales, des rois de France, etc. Oui, c'est là où vous vous réappuyez sur les acquis scolaires et vous utilisez les acquis scolaires pour... D'accord, ok. Voilà, et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que... on va demander à l'IA de faire des tableaux pour que ce soit plus lisible et que les enfants voient que selon la forme, le résultat n'est pas le même. D'accord. Donc effectivement, vous l'avez fait avec la géographie. Est-ce qu'il y a d'autres matières comme ça sur lesquelles vous vous appuyez pour les acquis? Est-ce que vous appuyez sur certains boutons particuliers des enfants? Alors, on est surtout sur l'histoire, avec les rois de France. Ouais. La géographie avec les continents, les capitales. On a travaillé aussi sur les différentes monnaies des pays. Ouais, d'accord. Après, on peut le décliner vraiment sur toutes les matières. Si demain un élève peut-être un peu plus grand de CM2 doit faire un exposé, on peut l'accompagner pour qu'il crée son exposé de la meilleure façon. Et du coup, comment vous faites rentrer la lecture dans tout ce dispositif? Surtout en lisant les réponses de l'IA. D'accord. En évitant de toujours mettre le son et que ce soit lu. D'accord. Et du coup, donc, images, exercice avec les acquis scolaires. Et moi, j'ai vu que vous les poussiez, donc, en termes de créativité, à jouer avec l'IA pour concevoir une histoire. Comment ça fonctionne, ça? Alors, au début, on pose un contexte. Ouais.
Ensuite, on encourage l'enfant à développer des pistes, des axes de réflexion, des idées. Ses propres pistes, finalement. Ouais. Ouais. Pour pas que ce soit que l'IA qui travaille, mais au contraire pour orienter l'IA. Et ensuite, on accompagne l'enfant pour qu'il réussisse à écrire un prompt assez détaillé avec toutes ses idées, la bonne forme, le bon contexte, voilà, en suivant la méthode. Et je l'ai vu faire, du coup, après, une fois qu'il a créé son histoire, du coup, vous revenez sur la question de la création d'images et vous faites créer une image qui peut venir illustrer cette histoire. Donc, on est vraiment dans des situations où, effectivement, on pousse l'enfant à être plus créatif, à être plus détaillé. Qu'est-ce qui vous a surpris, finalement, dans vos interactions avec ce public-là de 7-10 ans, puisque vous êtes aussi formatrice pour des plus grands, pour des étudiants? Vous vous êtes dit, ah ouais, là, c'est complètement différent. J'ai déjà été surprise par leur imagination débordante. Je savais que les enfants étaient créatifs, mais là, vraiment, il n'y a aucune limite. Ils ont créé, notamment au niveau des dessins, des choses assez extraordinaires. Ouais. Et en plus, au final, j'ai trouvé qu'ils apprenaient très, très vite. Peut-être contrairement à mes étudiants qui, parfois, ont leurs habitudes déjà bien, bien ancrées et vont être réticents à certaines pratiques. Les enfants sont plus ouverts, oui. Ouais, tout simplement. Et ils apprennent très vite. Et c'est pour ça que cette animation en 5 sessions, ça permet d'avoir une découverte complète de ces prémices d'outils d'IA et de cette façon d'interagir avec l'IA. Donc là, vous avez fait déjà plusieurs sessions de stage en Ile-de-France essentiellement. Comment vous prévoyez vos stages désormais, cette rentrée 2024? Vous envisagez quoi? De travailler avec des écoles, de continuer à avoir des propositions de stage parascolaires? Comment vous prévoyez les choses? On prévoit de travailler avec les écoles. Ouais. Et de créer de plus en plus de partenariats avec les écoles pour être plus présent aussi envers les élèves, parce que du coup on pourra avoir peut-être plus de sessions. Oui, d'avoir une liaison plus grande avec ce qu'ils font finalement à l'école aussi. Aussi, bien sûr, oui. D'accord. Et vous allez continuer potentiellement à proposer notamment des stages pendant les vacances? Ah oui, bien sûr, oui, puisqu'on voit que ça plaît. Et il y a des bons retours de la part des enfants, donc oui, bien sûr. Bon, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Marion pour ce partage d'expérience. C'était très intéressant de voir comment vous avez conçu et créé cette animation pour les enfants. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. On se retrouve sur votre site web de l'association junior.ai.fr pour vous contacter, pour retrouver la programmation des prochains stages. Voilà. Écoutez, bonne route à Junior AI. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker cet épisode, ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler un algorithme. Si vous écoutez depuis un iPhone, ça vous prend 10 secondes de vous connecter à Apple Podcast et de nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode et notre émission. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Cause Commune, ce n'est pas que parlez-moi d'IA. N'hésitez pas à aller aiguiser votre curiosité sur causecommune.fm pour découvrir nos autres programmes. Si vous écoutez en direct sur la FM, normalement on est toujours samedi matin. Et tout de suite là, c'est les lapsus de l'actu. À bientôt.